Je suis Gaël Chica, vous écoutez Micro Stockholm, Les Pionniers épisode 2, c'est parti. Elle a nagé, pédalé et couru dans des décors de cartes postales. Son esprit libertaire lui a fait réaliser ses rêves les plus fous. Elle a inspiré plusieurs générations de triathlètes. Aujourd'hui encore, c'est la seule française à être montée sur le podium du mythique triathlon d'Hawaï. Découvrez l'incroyable destin d'Isabelle Mouton. Dans les années 90, Isabelle Mouton a remporté tout ce qui était imaginable ou presque. En 10 ans de carrière, la Savoyarde a vu son sport passer du plus total anonymat à la reconnaissance olympique. Notre voyage débute en 1985. En 1985, il n'y avait pas du tout de matériel adapté. On faisait de la natation en maillot de bain, on n'avait pas de trifonction comme on appelle maintenant, on n'avait même pas de combinaison isolante isotherme, on prenait des combinaisons de planche à voile, des choses pas du tout adaptées. Donc souvent c'était des matériaux lourds qui nous irritaient sous les bras. Alors souvent on nageait sans combinaison isotherme, Il n'y avait pas encore de matériel vraiment technique à ce niveau-là. Et la tenue vélo, soit les gens se dénudaient complètement à la sortie de l'eau, ils mettaient un cuissard vélo et une veste de vélo, soit ils faisaient le vélo en maillot de bain. Nous, c'était le cas pour les filles, souvent on faisait le vélo en maillot de bain. On avait les casques à boudin, maintenant c'est des casques moulés, avant c'était des casques à boudin, ça faisait des lanières sur la tête là, ça servait à rien, mais c'était réglementaire. À part les médias télévisés, personne ne savait ce que c'était. Le triathlon, ils disaient c'est quoi ça? Ils disaient c'est du tir avec du ski de fond, quoi. Ils confondaient triathlon, biathlon. C'était vraiment pas connu du tout. On savait pas ce que c'était. Il y en a qui parlaient du triathlon militaire. C'était aussi un enchaînement de 3 épreuves, mais personne ne savait ce que c'était. Ce qui a fait connaître le triathlon en France en 80-85, ça a été les premières images télévisées du triathlon de Nice. C'était des enchaînements de 3 sports qu'on pratiquait déjà, avec des images un petit peu difficiles de gens qui s'écroulent sur la ligne d'arrivée. Et on s'est dit, mais pourquoi eux le font et pas nous? Et c'était un petit challenge en se disant, c'est des distances de fou, 3 sports différents, c'était un truc de barge, mais quelque part ça nous titille en se disant, si eux le font, pourquoi pas nous? Donc c'est ce qui nous a donné envie de commencer. J'avais 19 ans, donc j'étais toute jeune, mais en natation j'étais déjà une vieille nageuse. En course à pied j'étais encore, on va dire, très performante. Et donc c'est vrai que j'avais la chance d'avoir un bon potentiel physique, ce qui m'a permis d'être assez rapidement performante en triathlon, mais il n'y avait pas de matériel adapté. Et le premier triathlon d'Annecy en 85, j'ai emprunté le vélo de mon frère aîné, mon frère Denis, et donc c'était un vélo qui était pas à ma taille, je pédalais carré, quoi, parce que la selle était trop haute. On prenait le matériel qu'on avait, qu'on nous prêtait, mais c'était pas performant, mais c'était déjà, on faisait déjà du triathlon. Je me rappelle plus du résultat, mais ça a été le début, finalement, d'une nouvelle carrière, une grande carrière sportive finalement. Au début, on pensait que c'était juste découvrir un sport qui venait d'apparaître, et puis au bout du compte, ça a été une passion, quoi. En 1990, trouver un club relevait presque du miracle. Isabelle Mouton et sa sœur Béatrice ont préféré innover. En France, les entraînements, il n'y avait pas de club du triathlon sérieux, on va dire. On s'entraînait avec des nageurs, donc c'était pas des entraînements vraiment adaptés au triathlon. En course à pied, on s'entraînait avec les coureurs à pied de la Salésienne, notre club d'athlétisme. Donc c'était jamais des entraînements adaptés au triathlon. C'est pour ça qu'on a préféré partir aux États-Unis pour s'entraîner qu'avec des triathlètes. Parce qu'à l'époque, en France, il n'y avait pas beaucoup de triathlètes. C'était des électrons libres, les triathlètes en France. Alors qu'aux États-Unis, c'était déjà structuré. Béatrice et moi, on a été les premières à s'expatrier, entre autres à San Diego. Nos parents, ils nous disaient, vous avez un diplôme en poche, un bon diplôme, mais pourquoi vous travaillez pas? Vous n'avez pas gagné votre vie à faire ce sport-là, c'est pas connu. Sincèrement, j'aurais pas eu le culot de me lancer dans l'aventure. C'est Béa et moi. On peut pas dire qui a poussé l'autre, c'était tellement simultané, on était tellement en symbiose qu'on peut pas dire que l'une a poussé l'autre. Moi, je venais de terminer mes études de kiné.
Béatrice avait terminé ses études d'ingénieur. Et on s'est dit, on va prendre une année sabbatique pour faire que ça. Et pour faire que ça, il faut se préparer. Donc on est parti à San Diego, rejoindre quelques amis sur place, des Français, mais aussi et surtout rejoindre un squad, un team. San Diego, c'était la mecque du triathlon à l'époque. C'était beaucoup plus structuré, beaucoup plus organisé. Bon, après, c'est la mentalité américaine, hein. Tout est privé, hein. On payait notre piscine, on payait notre coach d'entraînement, mais c'était ce qu'on recherchait en fait, c'était de l'autonomie et puis quelque chose de vraiment spécifique triathlon. Sur la route de retour de San Diego, on s'est fait des petits stops déjà, je me rappelle à Nouméa et à Tahiti pour faire quelques triathlons. Et puis en arrivant en Europe, les 4 mois d'entraînement intensif auprès de cette fameuse clique américaine nous ont porté nous ont mis, on va dire, le pied à l'étrier. On était déjà bien placé sur le plan physique, et là techniquement on avait la pêche et la forme pour performer en Europe. Et donc dès 1990, j'ai eu la chance d'avoir déjà un premier titre européen sur moyenne distance. Et puis c'était le début de cette année sabbatique, hein, qui était qui devait durer une année, et finalement elle a duré 14 ans, quoi. En même temps de découvrir les podiums continentaux, Isabelle Mouton apprend les codes du triathlon professionnel. Au début, on était plus ou moins tous des amateurs, bien sûr, hein, mais il y a toujours eu en triathlon, par rapport à d'autres sports, des primes à l'arrivée. Ça a été un peu notre moteur en se disant, on peut peut-être vivre de ce sport en cherchant les victoires, hein. Il fallait faire des podiums, hein. Si vous étiez 10e, il n'y avait rien, hein. Donc il fallait performer pour gagner sa vie. Même si physiologiquement, Béatrice et moi, on était plus tournés vers des épreuves longues, au-delà de 6 heures. C'était pas notre gagne-pain, en fait, parce qu'une épreuve longue, vous êtes obligé de vous arrêter, vous pouvez pas en enchaîner tous les week-ends. Et donc, les primes à l'arrivée, vous les accumulez pas. Pour gagner sa vie en triathlon, il fallait faire des distances courtes, ce qu'on appelle maintenant la distance olympique. On était un peu des mercenaires, hein, on allait aux primes de course, hein. En 1995, Isabelle Mouton règne sur sa discipline. Elle est la seule à pouvoir s'imposer sur n'importe quelle distance. Cette année-là, elle décide de s'attaquer au Graal de tout triathlète, l'Ironman d'Hawaï. Mais pour se préparer pour Hawaï, il faut faire des sacrifices. Et en 95, par exemple, je n'ai pas couru les championnats de France de distance olympique. J'ai sélectionné mes courses pour être performante en octobre. Et donc, ça veut dire moins courir, hein. Pour être prêt pour une course, il faut les 3 mois qui précèdent, il faut vraiment être très sélectif sur ces compétitions. Et donc, on en fait moins par ailleurs. Et pour préparer Hawaï en 95, c'était une épreuve qui se court en octobre, hein. C'est pas qu'on s'économise pendant l'année, mais on va vraiment tout organiser, tout planifier pour être au top à cette période-là, en octobre. Et nous, on est parti faire des entraînements à Font-Romeu en août et en septembre, parce que l'entraînement en altitude, c'était ce qu'il y avait de mieux, hein, pour faire des globules, pour être encore plus endurante sur ces épreuves. En fait, l'altitude permet d'avoir plus de capacité de fixation d'oxygène et donc de tenir des vitesses rapides sur plus longtemps, pour faire simple. Donc on s'entraîne en altitude, on fait des stages à Font-Romeu, en sachant que Font-Romeu, on s'entraînait parfois sous la neige, hein. Pour s'habituer à la chaleur d'Hawaï, on faisait du vélo dans le sauna, on essayait de faire du vélo en home trainer, en s'habillant, en suant, on essayait de simuler les températures d'Hawaï à Font-Romeu, ce qui n'est pas toujours évident, mais voilà, il faut s'entraîner à la distance, mais aussi aux conditions climatiques, et c'est pas toujours évident. Donc pour nous, il y a eu le fait de partir aussi assez tôt à Hawaï pour s'acclimater, hein, au niveau des températures qu'on n'avait pas l'habitude, hein. C'est pas loin de 40 degrés avec des taux d'humidité très très hauts. Donc il faut s'habituer aussi à ça. Et donc faut partir un peu en amont. À l'époque, il n'y avait pas d'internet. Les informations, elles fusaient que via
la presse spécialisée entre guillemets, et donc on se préparait à une course en lisant les journaux qui avaient relaté les épreuves d'Hawaï avant. Et on allait un peu dans l'inconnu, donc à part les reportages qu'on en a lus, c'était de l'imaginaire. Hein. Quand on est spectateur à Hawaï, on voit que l'arrivée, on voit pas les champs de lave, on voit pas la difficulté de l'épreuve, on n'est pas dans le vent, dans la chaleur, dans la fournaise. Et là, quand on y est, c'est toute autre chose. Moi, je suis une novice, c'est la première fois que je fais une course comme ça. Hawaï, en général, on peut pas dire qu'on va gagner Hawaï quand on y va pour la première fois. On a beaucoup d'humilité, il faut accumuler de l'expérience. Avant de gagner Hawaï, il faut souvent participer de nombreuses fois parce que il faut gérer tellement de paramètres. Donc moi, j'avais l'ambition de terminer, de bien me classer, mais aucune ambition de podium, aucune ambition de faire le maximum. Donc quand on part en natation, je sors de l'eau, je sais plus mon classement, mais 4-5e fille. Je connais toutes les autres adversaires, hein, beaucoup sont des bonnes nageuses, donc je m'inquiète pas. Et puis en vélo, je remonte 2 ou 3 nageuses, mais je m'arrête finalement. Je termine la fin du vélo. Je sais que je fais 5h17, je crois, en vélo. Et je termine en quelle position? Je crois en 3e position. Voilà, oui, je termine le vélo en 3e position. Pose le vélo en 3e position. Je sais que je suis à 1 minute 30 de la 2e place. Quand on pose le vélo à Hawaï, on commence seulement la course, parce que le marathon, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et puis effectivement, sur le marathon, au bout de 15 bornes, je suis toujours à 1h30 de Karen Smyers. Donc la course est lancée, quoi. Paula Newby-Fraser est la première, j'ai pas les chronos en tête à l'époque, mais elle était à une dizaine de minutes devant. Karen Smyers, la deuxième, à 1h30 devant moi, donc 1h30 c'est rien. Sauf que la chaleur faisant ses effets, en fait, j'avais des soucis digestifs et à chaque fois que je m'arrêtais sur le bas-côté, je perdais 2 minutes. Je m'arrête de temps en temps, je reste toujours 3e, sauf que j'approche de la ligne d'arrivée, je suis quelques encablures de l'arrivée, je vois un amas de personnes qui entourent justement Paula Newby-Fraser, que je vois allongée par terre, consciente, qui parle, mais qui est scotchée par terre. Et moi, j'ai envie de m'arrêter, de l'aider, mais quelque part, on n'a pas le droit de les aider, ces athlètes, parce que si on les aide, on disqualifie l'athlète. Nous, on n'est pas disqualifié, mais on disqualifie l'athlète. Donc, je suis un petit peu démunie, désemparée. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'arrête? Je m'arrête pas. Et je vois du monde autour d'elle. Et puis, je me dis, bon, je peux pas m'arrêter. Je peux pas l'aider. Bon, je la passe. Donc, je la passe. Et finalement, je passe la ligne et je suis 2e. Je me rappelle les derniers mètres. Je me suis dit, comment je fais pour passer la ligne d'arrivée? Parce que à Hawaï, tout le monde essaye de trouver un signe à l'arrivée, un truc distinctif, et puis moi je voulais lever les bras, mais j'avais les bras tellement fatigués, j'arrivais même pas à lever les bras. Bon, j'ai sauté sur la ligne, mais super contente d'arriver, mais c'était vraiment un rêve qui se réalise. D'autant plus qu'il y avait donc mon mari qui était là, qui avait pu faire le voyage pour venir m'encourager. Il y avait Grégoire Millet qui était mon entraîneur de l'époque, qui était là. Il y avait aussi mon manager qui était là. Donc ma sœur jumelle qui allait arriver dans les quelques minutes qui suivaient, quoi. C'était le rêve réalité. Mais ce rêve, il a duré un quart d'heure, une demi-heure, je sais pas estimer. Mais à partir de petits moments, là, une fois le moment d'extase passé, petit malaise arrive. Bon, comme beaucoup, à l'arrivée à Hawaï, vous avez des tentes avec des perfusions. Et je suis passé dans la tente avec les perfusions parce qu'en fait, on est tous déshydratés. Et on a l'euphorie de l'arrivée, donc on tient debout. Et puis quelques minutes après, ça vous lâche. Et là... Voilà, Paula Newby-Fraser, ça l'a lâché 400 mètres avant la ligne, mais moi ça m'a lâché, on va dire, un quart d'heure après le passage de la ligne. Sur une course comme ça, on perd plus de 12 litres d'eau et on peut pas en assimiler. On arrive à en assimiler 8 litres, peut-être un peu plus, mais on a du mal à compenser nos pertes hydriques et métaboliques. Donc on termine obligatoirement déshydraté. L'année d'après, Hawaï, en 95, j'ai gagné tout ce que j'avais espéré gagner, entre guillemets, et comme j'expliquais,
j'avais déjà fait beaucoup de sacrifices sur le plan familial. J'étais mariée et mon mari, je le voyais pas beaucoup. Sur une année, un triathlète pro, il est 3 mois par an à la maison. Et mon mari, il avait une activité professionnelle, il me suivait pas, hein, il restait à la maison. Donc, ça faisait un petit moment qu'il commençait à me dire, c'est quand que tu arrêtes. Et je sentais que si j'abusais un peu, je perdais mon mari. Donc, je me suis dit, allez, je m'arrête en 96, je fais une année sabbatique. Et puis, c'est vrai que mentalement, j'avais déjà réussi, entre guillemets, tous mes projets, j'avais tous les titres honorifiques possibles, donc je pouvais me permettre de faire une petite pause et puis pourquoi pas de m'arrêter. Et puis en fait, je me suis rendu compte pendant cette année où j'ai repris mon travail de kiné que le sport me manquait. C'était horrible d'être en manque de sport comme ça, d'être intoxiqué par le sport et d'arriver le week-end en se disant j'ai rien fait de la semaine, il faut à tout prix que je fasse du sport, et d'être aigri et d'être pas bien dans sa tête parce que le sport me manquait trop. Donc finalement c'est mon mari au bout de l'année qui s'est dit Isa, repars faire du sport parce que c'est ce qui te convient le mieux mentalement. Et il s'avérait aussi que le triathlon devenait olympique. Le triathlon devient donc sport olympique. Avec Sydney en ligne de mire, Isabelle Mouton retrouve le chemin de l'entraînement. Mais pas seulement. Quand on a su que le triathlon avait des perspectives olympiques, il a fallu s'assurer que l'équipe de France était saine, saine, c'est-à-dire ne se dopait pas. Et la fédération donc a instauré ce suivi qui nous obligeait à avoir une prise de sang tous les 3 mois à peu près, qui était envoyée dans un laboratoire spécialisé qui était à Troyes. Et il faisait une analyse mais de paramètres incroyables. Ça se faisait qu'à Troyes. C'était le professeur Dean à l'époque qui faisait ça et qui permettait de vérifier tous les paramètres et de s'assurer que dans ces paramètres il n'y avait pas de variabilité importante. C'était un suivi de santé avant de faire un suivi aussi de contrôle, savoir s'il n'y avait pas des produits dopants qui avaient été ingérés. Donc c'était bien parce que c'était un garde-fou et ça permet d'être sûr de l'honnêteté des athlètes qui étaient en équipe de France. Et ce procédé a été après mis en place pour les cyclistes, pour la fédération de vélo, et ce procédé a été copié par d'autres fédérations. Nous sommes au début des années 2000. Les Jeux sont dans 9 mois, le compte à rebours est lancé. L'équipe olympique, elle n'est pas encore mise sur pied. Il faut se sélectionner et donc il faut sélectionner les dossards français. Donc il faut déjà que la nation obtienne le maximum de dossards. Il y avait 3 dossards pour les filles parce qu'on était bien classé au niveau mondial. On va dire il y avait 5-6 athlètes potentiellement qualifiables et il y en avait 3 heureux élus. Donc c'était une course au point. Moi j'ai pu me qualifier tout de suite en avril, mais par exemple Béatrice a dû batailler jusqu'au mois d'août pour se qualifier. Le parcours ne me sied pas à Sydney, c'était un parcours à pied qui était très vallonné. À vélo, c'était vallonné, ça me convenait très bien, mais à pied, c'était pas du tout un parcours à ma convenance. Donc je savais que je pouvais pas exceller, mais je me disais une place de finaliste, c'est-à-dire être dans les 8 premières, me comblerait. Le triathlon olympique, c'était un stress, mais parce que mes parents étaient là, il y avait tous les médias vous attendent, c'est toute ma ville natale, tous les gens qui étaient pour tout le monde, pour tous mes proches, mes sponsors, c'est la course à ne pas rater. Donc j'avais une pression incroyable sur les épaules et déjà sur le ponton de départ, c'est un ponton qui fait à peu près 50 mètres. On est classé en randonnée et là le départ, faut pas se rater parce que si vous plongez avec un demi-seconde, on vous plonge dessus et là vous vous faites couler. Déjà le départ natation, c'est d'un stress inouï. Après, donc moi j'ai eu la chance de bien partir, de partir super vite. En vélo, au jeu de Sydney, c'était très technique, montée, descente, des virages, donc moi pas de soucis, j'étais très technique en vélo. Je donnais toujours le peloton de tête, en alterne, on tourne, on a droit au peloton. Donc on était une dizaine à peu près en tête du groupe. Et je pose le vélo, je crois que j'étais presque en tête de course, mais je m'élance à pied, je devais
j'ai fait une bonne transition. Je vais être en première position au départ, mais je savais très bien que j'étais pas la meilleure coureuse du terrain, de la course et d'autant plus du parcours, le parcours étant pas du tout à ma convenance. J'ai longtemps été à la 3e place, mais j'ai récupéré ma 7e place finale, on va dire à l'abord du dernier. Non, à mi-course, j'avais déjà ma place ma place finale. Je l'ai obtenue à mi-parcours de course à pied et j'ai gardé ma 7e place, mais je pouvais pas faire mieux vu les circonstances de terrain, quoi. Voilà. Et j'étais vraiment content de cette place. Sincèrement, j'ai aucun regret. J'ai nagé à la perfection. Pour moi, le vélo, j'ai pas fait d'erreur, à pied aussi. Voilà, c'était juste une course qui était pas à ma convenance, mais voilà, c'est ça en triathlon, hein. Il y a des parcours qui vous sied, puis d'autres pas, et voilà. Sa carrière de triathlète professionnelle s'achève sur cette 7e place olympique. Alors qu'on la disait finie, Isabelle Mouton se lance un ultime objectif avec sa sœur jumelle, l'Embrunman, un triathlon XXL dans les Alpes. Donc, j'avais déjà levé la main, on va dire au niveau professionnel. Moi, je m'entraînais beaucoup moins puisque les grandes courses étaient passées, puis j'avais plus que cette unique course à faire, et en sachant que c'était une distance longue, il suffisait de faire beaucoup de distance en vélo, beaucoup de distance en course à pied et en natation pour arriver à ses fins. Et donc c'est ce que j'ai réalisé en 2001. Béatrice aussi a couru avec moi et c'était pareil, hein, des grandes courses comme ça, on se doit de les courir à deux parce que déjà pour la préparation qui est fastidieuse, qui est laborieuse, le fait d'avoir un training partner comme sa sœur jumelle, c'est l'idéal. Et puis sur la course aussi, mentalement c'est bien d'avoir ce soutien, même si on court pas en même temps ensemble, quoi. On court sur la même course, mais même si on n'est pas côte à côte, mentalement on se soutient, on s'intéresse à l'autre, on se dit tiens elle est où, qu'est-ce qu'elle fait, et on pense moins à sa propre course, à sa propre souffrance. Et donc Embrun en 2001, ça a été une victoire. Assez difficile finalement parce que le marathon, après des épreuves cyclistes difficiles où on a pas loin de 5000 mètres, ou au moins 5000 mètres de dénivelé, et puis un marathon aussi où il y a pas mal de dénivelé, je termine avec quelques crampes. Bon, je termine avec le sourire, hein, mais c'est vrai que physiquement les jambes elles ont bien souffert, hein. Mais j'ai terminé là ma carrière d'athlète en 2001, et 15 jours après j'étais enceinte, donc c'était super de terminer comme ça parce que l'objectif suivant c'était ma grossesse et puis mes enfants, et voilà, j'ai pu terminer en beauté et puis ne pas avoir de regrets parce que j'ai vraiment coché toutes les cases du triathlète professionnel, quoi. J'ai tout coché et donc j'ai aucun regret. Ma première fierté, on va dire, c'est d'avoir pu être dans les pionnières de ce sport et d'avoir pu réaliser quelque part des rêves que je ne pensais même pas. Et puis après, de se réaliser, de pouvoir vivre de sa passion. Le triathlon, c'était mon métier, c'était mon loisir, c'était mon sport, c'était ma passion, c'était tout à la fois, et de le vivre intensément comme ça, en plus avec ma sœur jumelle, de le partager, c'était une expérience de vie incroyable. Un grand merci à Isabelle Mouton d'avoir participé à ce numéro. Atlas Forum toujours au générique. On se retrouve très vite pour un prochain numéro des Pionniers. Salut!